Je vous souhaite la bienvenue à l'IEA pour la dernière conférence du cycle Les Mardis de Lausanne, qui est consacrée à un sujet assez particulier parce que nous allons parler de l'image de Paris dans les récits de voyageurs au XVIIe et XVIIIe siècle. Notre conférence a 3 parties. La première vous présentera un petit peu les conditions de visite à Paris, mais aussi le phénomène des voyages au XVIIe et XVIIIe siècle, et qui est en effet assez particulier. Dans un deuxième temps, c'est Florian Dölle, mon collègue de l'Université technique de Berlin, qui va intervenir et qui vous présentera les récits de voyage de 2 architectes allemands. Ensuite, la troisième partie est consacrée à une écrivaine allemande, Sophie von La Roche, qui a visité Paris peu avant la Révolution et qui donne donc un regard, je dirais, d'un point de vue littéraire sur la capitale. Je commence donc avec une introduction qui vous présente un phénomène qui est assez étonnant parce qu'à l'époque moderne s'amplifie un phénomène qui a émergé à la fin du XVIe siècle. Les voyages à des fins éducatives et culturelles se multiplient. Des milliers d'hommes et de femmes sillonnent chaque année l'Europe pour découvrir ses trésors artistiques et architecturaux, mais aussi les lieux saints et les sites naturels. 2 destinations sont privilégiées, la France et l'Italie. La péninsule domine jusqu'au XVIIIe siècle. À partir du règne de Louis XIV, c'est la France qui prend le devant. Au XVIIIe siècle, le royaume est le pays le plus visité d'Europe, suivi de l'Italie, mais aussi de l'Angleterre, des Pays-Bas et de la Suisse. Les voyageurs se rendent dans les villes majeures du royaume, Strasbourg, Nancy, Lyon, Marseille, mais c'est à Paris que se font les séjours les plus longs, allant de quelques semaines à plusieurs mois. En effet, aucune autre ville en Europe présente à cette époque un tel concentré de palais et châteaux, places et ponts, académies et musées, églises et monastères, bref, des monuments qui comptent parmi les plus belles d'Europe. S'y ajoute le fait que la France, depuis Louis XIV, est considérée comme le temple du savoir-vivre aristocratique et sert de modèle à l'Europe entière en ce qui concerne l'art, l'architecture et la littérature. Connaître la France et sa capitale est ainsi un impératif pour les élites et les bourgeois cultivés. Les voyageurs viennent de tous les pays, de la lointaine Russie à l'Angleterre, de la Suède au Moyen-Orient. À l'inverse, le nombre de Français qui partent à l'étranger semble avoir été assez réduit. Un contemporain, Heinrich Storch, explique que, je cite, « L'amour pour leur pays incite les Français à rester chez eux, où ils pensent pouvoir trouver tout ce qui est nécessaire pour leur enseignement. » On sait toutefois que beaucoup de Français ont visité l'Italie et aussi l'Allemagne, surtout Berlin, qu'ils préfèrent au XVIIIe siècle à Vienne, la capitale des Habsbourg, avec qui les relations n'étaient pas au beau fixe. Si les voyageurs qui visitent Paris viennent de tous les pays, quelques nations se distinguent. Les Anglais et les habitants du Saint-Empire germanique sont particulièrement nombreux à sillonner les routes de l'Europe. Ces pays ont fait du voyage éducatif un impératif pour la formation de leurs élites et pratiquent assidûment le Grand Tour, un voyage éducatif qui se généralise au XVIIe et XVIIIe siècle. Il est effectué essentiellement par des jeunes hommes, souvent des fils héritiers, qui, accompagnés d'un maître d'hôtel, d'un précepteur et d'une suite de taille variable, passe plusieurs années à l'étranger pour y parfaire son éducation. Un programme chargé établi par les parents est suivi, comprenant des séjours dans des académies où l'on enseigne l'équitation, la danse et l'escrime. La rencontre avec des savants ainsi que la visite de monuments et de musées complètent cet enseignement. La perfection des bonnes manières est un autre objectif. Le jeune homme fréquente les cercles de la bonne société et se présente, si possible, à la cour du pays qu'il visite. Le Grand Tour peut ainsi être considéré comme un rite de passage qui marque la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Il précède le mariage et l'exercice de charges officielles et comprend aussi la visite de prostituées, à Venise surtout, ainsi que des beuveries juvéniles dans les auberges. L'édition d'un récit de voyage, souvent rédigé par le précepteur qui accompagne son élève, clôt ce voyage. Qu'on ne s'y trompe pas, ces récits font davantage la promotion du voyageur que celle des pays visités. Ils mettent en avant son excellente éducation,
le bon accueil qui lui a été réservé par ses pairs à l'étranger et les relations utiles pour l'exercice du pouvoir qu'il a nouées pendant le voyage. Ces récits rejoignent les journaux de voyage et guides qui ont été publiés par des érudits. Leur nombre ne cesse de croître à partir du XVIIe siècle. On assiste ainsi à la naissance d'un genre littéraire nouveau et très prisé qui se distingue par des chiffres de vente particulièrement élevés. Dans les années 1970, ces récits commencent à faire l'objet d'études scientifiques. Des centres de recherche apparaissent. Le premier ouvre ses portes en 1978 à Turin, en Italie. En 1984, naît son pendant à Paris, le Centre de recherche sur la littérature des voyages. En ce qui concerne l'époque moderne, les études sont marquées d'une documentation dominée par le grand tour. Les voyageurs qui n'ont pas laissé de récits échappent généralement à la recherche. Cela concerne les voyageurs de conditions modestes, ainsi que les femmes qui, même quand elles appartenaient à l'élite, n'ont laissé qu'exceptionnellement des traces écrites de leur voyage. Entre 1970 et 2010, seuls 3% des 4500 études dédiées au voyage concernent des femmes, 135 au total. 10 ont pour objet des voyages effectués au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette lacune commence à être comblée. Depuis 2010, les séminaires et colloques se multiplient à leur sujet et des récits de voyage peu connus sont édités, dont celui de Sophie von La Roche, que je vais vous présenter dans la troisième partie de cette conférence. La situation évolue aussi en ce qui concerne les voyageurs bourgeois qui n'ont pas laissé de récits. Michaela Völkel a publié en 2007 une étude au sujet des visites des châteaux à l'époque moderne, Schlossbesichtigung in der frühen Neuzeit. Cette étude n'a pas été traduite vers le français. Je vous présenterai quelques éléments utiles pour notre sujet. Vous savez que l'accès au château est très réglementé pour les membres de la noblesse et les agents du pouvoir qui ne peuvent pas approcher le prince et sa famille sans y être invités et que dans le cadre de réceptions très formalisées. Michaela Völkel démontre que cette barrière n'existe pas pour les visiteurs bourgeois ou de modestes conditions qui, souvent guidés par un garde ou un concierge, visitent librement les palais. Ceci concerne tous les châteaux d'Europe, Versailles en tête, mais aussi les résidences ducales et comtales du continent. L'accueil des visiteurs fait naître une organisation qui est à l'origine des structures d'accueil que nous connaissons aujourd'hui dans le domaine du tourisme. Le voyageur s'adresse généralement au garde qui lui ouvre les portes des salles contre paiement d'une somme qui varie d'un lieu à l'autre. Ces droits d'entrée présentent une partie importante du budget de voyage, raison pour laquelle leur montant est parfois indiqué dans les guides et les récits. Les informations à leur sujet ne sont pas toujours fiables. Leonhard Christoph Sturm note en 1699 on dit qu'à Paris, les étrangers peuvent visiter les hôtels et palais gratuitement à cause de la politesse et complaisance des propriétaires, mais aussi des domestiques qui n'acceptent pas de pourboire qu'ils considèrent comme déshonorants. J'ai appris dès le départ de mon séjour qu'il n'en est rien. Le concierge des Tuileries n'acceptait de me montrer le palais et d'ouvrir les salles qu'une fois que je lui ai promis une rémunération. Michaela Völkel constate que ces droits d'entrée constituent une barrière qui élimine les plus pauvres du flot des visiteurs. On comprend alors l'attrait de lieux qui se visitent gratuitement. C'est le cas des places, des églises, mais aussi du jardin des Tuileries. Le mélange social suscité par cette gratuité mène à la mise en place d'un service de gardiennage à l'entrée du jardin. Le guide de Nemetz, édité en 1722, précise « Le jardin est ouvert toute la journée et même une partie de la nuit. Tout le monde peut y entrer, sauf les laquais et la canaille. Aux deux bouts du jardin, on a construit 2 petites maisons pour les huissiers du roi qui surveillent ceux qui entrent et qui sortent. Ce n'est pas le cas du jardin du Palais du Luxembourg, qui est fréquenté par le petit peuple de Paris, raison pour laquelle la noblesse et la haute bourgeoisie évitent sa visite au début du XVIIIe siècle.
L'afflux croissant de voyageurs mène à la fin du XVIIIe siècle, à une réglementation officielle des horaires d'ouverture. En 1806, la ménagerie des Tuileries ne se visite plus que les mardis, vendredis et samedis. Autre nouveauté, on achète maintenant un billet pour y rentrer, ce qui est considéré par les voyageurs comme un progrès notable. On n'est plus obligé de négocier individuellement un tarif. Cette modernité tarde à apparaître à Versailles, où encore au début du XIXe siècle, les visites se font à la manière de l'Ancien Régime. Écoutons le récit de Johann Gottfried Säume. J'ai proposé pour 2 heures de visite un thaler au page qui me guidait, ce qui provoquait son mécontentement et des demandes de supplément. Dans l'ancienne chambre du roi, je lui ai donné 30 sous de plus. Cela ne le rendit pas plus aimable. Tout était cher et mauvais, et tous les visages hostiles. Ces plaintes sont nombreuses, mais le comportement des visiteurs laisse également à désirer. Nous n'avons pas pour Paris un témoignage comme celui concernant le château de Salzdahlum, où un visiteur s'est installé dans le fauteuil roulant du duc Anton Ulrich pour tester son fonctionnement. Mais on s'imagine sans mal que de telles incivilités ont existé partout, comme l'habitude de graver son nom sur les statues et pierres des monuments. Ici, vous avez le gisant d'Anne de Bretagne à Saint-Denis, et je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais il y a partout des graffitis creusés dans la pierre. Certains voyageurs décrivent non seulement les monuments visités, mais aussi les étrangers qui les visitent. Écoutons Caspar Heinrich von Sierstop qui observe le public du Louvre, musée dont les collections se visitent depuis 1793. Parmi les gens curieux qu'on rencontre dans ce musée, il y a des étrangers qui ne savent pas très bien quoi faire en cet endroit, ainsi que des érudits, c'est-à-dire des gens qui souhaitent écrire un livre à son sujet. Les premiers n'apprécient rien car ils ne comprennent pas l'art et trouvent tout moins beau qu'espéré. Pour les érudits, tout est exquis. Pour susciter leur admiration, il suffit de leur montrer le tableau d'un peintre célèbre, peu importe ce qu'il présente. On voit aussi plusieurs douzaines de jeunes messieurs de bonne naissance qui traversent les couloirs précédés d'un laquais et suivis d'un maître d'hôtel. On les promène ainsi à travers le monde. Une demi-heure de visite leur suffit pour affirmer plus tard à leurs parents qu'ils ont bien vu le musée et pour pouvoir leur décrire approximativement ses intérieurs. Ces jeunes gens et les voyageurs fortunés logent généralement dans des hôtels garnis où ils louent un appartement ou quelques pièces. Les repas sont fournis par un traiteur. D'autres voyageurs sont accueillis dans des auberges ou par des compatriotes qui habitent la capitale. Il est difficile d'estimer le nombre de visiteurs qu'accueille Paris chaque année. Sierstop, qui visite Paris en 1802, rapporte que 50 000 voyageurs ont été présents cette année-là. En 1785, Sophie de la Roche tente d'estimer la taille de la foule qui se presse dans le château de Versailles. Elle l'estime à 1000 personnes le 17 avril et 2000 le 31 mai. À d'autres moments, le palais semble comme abandonné. Je cite, « Le dimanche, la grande galerie résonne du murmure de centaines de voix. En semaine, on n'entend que l'écho de pas de quelques voyageurs solitaires. » Ces estimations sont bien évidemment à prendre avec précaution et il est évident que nous sommes loin des 22 millions de touristes qui visitent la capitale aujourd'hui. Mais l'étude de Michaela Völkel a mis en évidence un fait qui a été sous-estimé par la recherche, l'engouement pour le voyage qui touche toutes les catégories sociales et l'ouverture à la visite des palais et des châteaux. Loin d'être un phénomène isolé, cette situation s'observe dans tous les pays de l'Europe et implique que la représentation princière s'adresse non seulement aux élites, mais aussi aux très nombreux particuliers qui parcourent l'Europe dans le cadre d'un voyage culturel. Certains voyageurs ont des objectifs très précis. C'est le cas de 2 architectes que nous présentera maintenant Florian Dölle, qui enseigne l'histoire de l'architecture à l'Université technique de Berlin. Merci. Mes recherches consistent en l'étude de la réception de l'architecture de Paris et de Versailles par des architectes voyageurs à la fin du XVIIe siècle.
Je souhaite vous présenter quelques résultats ce soir. Plus qu'à leur réalisation architecturale, nous nous intéressons aux descriptions des bâtiments effectués durant le voyage en France. Ces témoignages contiennent en effet des informations de première main et constituent des sources majeures pour comprendre l'importance de l'architecture française pour les architectes étrangers vers 1700. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter, dans le bel hôtel de Lausanne, 2 architectes voyageurs d'origine allemande qui sont venus à Paris à la fin du XVIIe siècle et qui ont laissé tous les deux un récit de leur voyage. Ces récits nous permettent de les suivre pendant le voyage et de comprendre comment ils ont vu, décrit et perçu l'architecture de Paris. Les 2 journaux se démarquent par leur description détaillée et la qualité des esquisses de l'architecture. Notons aussi qu'ils n'ont pas fait l'objet d'études exhaustives à ce jour. Le premier des 2 architectes est Christoph Pitzler, originaire du duché de Weissenfels, près de Leipzig, qui a entrepris un tour d'Europe de 1685 à 1687, qui le menait aussi en France. Pitzler a probablement vu le jour en novembre 1657 dans le duché de Weissenfels. La date comme le lieu de sa naissance ne sont pas connus. On a toutefois la certitude que Pitzler n'était pas architecte de formation, mais qu'il occupait la charge d'administrateur adjoint de l'argenterie du duc de Weissenfels, Jean-Adolphe Ier. Il semble qu'il a acquis en autodidacte les connaissances nécessaires à un architecte. En 1685, Pitzler réussit à convaincre le duc de l'envoyer faire un tour d'Europe. À l'issue de ce voyage, il est nommé maître d'œuvre, c'est-à-dire architecte en chef du duché, Landbaumeister en allemand. Mais à cause de problèmes financiers du duc, Pitzler ne reçut pas beaucoup de commandes et construit donc très peu. Il mourut en 1707. Le tour d'Europe de Pitzler lui fait découvrir l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et l'Italie. Il a duré presque 3 ans, comme j'ai déjà dit, 585 à 587. Pitzler reste pendant 20 mois à Paris, où il arrive le 4 juillet 1585. Vous voyez là la première page de son récit. Il quitte la capitale le 5 mars 1687 pour Lyon et part ensuite pour l'Italie. L'architecte n'entretenait aucune relation avec un personnage de qualité et n'était ainsi pas reçu à la cour de France. Il se joignait à la foule des visiteurs anonymes qui venaient par milliers à Paris. Sa motivation était de voir, de décrire et de collectionner l'architecture contemporaine dans le but de pouvoir répondre aux demandes de son patron, le duc Jean-Adolphe, qui voulait moderniser sa capitale en la dotant d'une architecture moderne. Le carnet de Pitzler ne semble ainsi pas avoir été destiné à une publication. Il devait servir de documentation personnelle et de source d'inspiration pour les futurs travaux à Weissenfels. Pitzler s'intéressait peu à la sculpture et encore moins à la peinture qu'il traite que de manière passagère en notant quelques détails, souvent techniques. C'est l'architecture qui prend la plus grande place dans les textes et dessins de son carnet qui contient des descriptions et esquisses sur 145 pages dont 31 sont consacrées à Versailles. Les 300 esquisses montrent des plans, vues et coupes des bâtiments ou d'ensemble de bâtiments. D'autres esquisses présentent des détails techniques. Ces notes rédigées d'une écriture baroque n'ont jamais été éditées dans leur intégralité. Le carnet a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Seules subsistent des photographies faites avant-guerre. Le deuxième architecte que je souhaite vous présenter est Leonhard Christoph Sturm, connu en Allemagne avant tout comme théoricien de l'architecture. Il visitait Paris en 1699 pendant 10 semaines. Né en 1569 à Altdorf, près de Nuremberg, le père de Sturm était professeur de mathématiques. Sturm suit la voie paternelle en étudiant la mathématique à Leipzig. Pendant ses études, il met la main sur le manuscrit d'un livre sur l'architecture rédigé par Nikolaus Goldmann, qui n'avait jamais été publié. Sturm se passionne pour les théories d'architecture de Goldmann et réussit à faire éditer son ouvrage. L'intérêt pour l'architecture ne le quitta plus. En 1594, il devenait professeur de mathématiques et d'architecture à l'Académie de Wolfenbüttel. Il publiait plusieurs ouvrages sur l'art de bâtir, sans pourtant autant construire lui-même.
sans savoir se limiter à cette époque à la théorie. Avec le soutien financier du duc Anton Ulrich de Braunschweig-Wolfenbüttel, Sturm entreprend en 1599 un voyage en France. En 1702, il obtient un poste à Francfort-sur-l'Oder. En 1710, il devient architecte ducal à Schwerin. À sa grande déception, on ne lui confie pas de chantier d'importance. Il se concentre alors sur la publication de traités d'architecture qui établirent sa réputation comme théoricien. Et Sturm mourut en 1719. Le voyage en France en 1599 est à la base d'un livre qui a été publié à titre posthume en 1719 sous le nom de Architektonische Reisebeschreibungen. Reiseanmerkungen, Entschuldigung, notes de voyage d'architecture, comme vous voyez ici la première page. Nous savons que Sturm recevait l'argent nécessaire pour son voyage le 4 août 1699. On peut donc supposer qu'il commençait son voyage fin août ou au début de l'automne de cette année. Sturm indique qu'il durait 14 semaines et qu'il passa 4 semaines seulement à Paris et dans ses alentours. Il avait ainsi moins de temps que Pitzler pour étudier l'architecture de la capitale. Comme Pitzler, Sturm souhaitait décrire l'architecture contemporaine et rassembler des dessins de façades et de plans. Il souhaitait savoir aussi si les règles d'architecture de Goldman s'observaient dans les chefs-d'œuvre parisiens. Ce qui, on le devine, n'était que rarement le cas. Sturm s'intéressait plus que Pitzler à la peinture, mais néglige comme lui la sculpture. Il note très peu de détails techniques. L'original des notes et dessins pris pendant le séjour a disparu. Il nous reste l'ouvrage Architektonische Reiseanmerkungen qui contient sur 84 grandes pages des informations très détaillées sur Paris et Versailles. Le texte se présente sous forme de lettres adressées à un compte anonyme qui prépare le voyage de son fils en France. Les deux architectes visitent les grands monuments de Paris, évidemment, comme le Palais du Louvre. Vous voyez dans le présent à gauche les pages de Pitzler et à droite les pages de Sturm. Le Palais du Louvre, le Palais des Tuileries, le Palais Royal, le Palais du Luxembourg, l'Hôtel des Invalides, la Sorbonne, le Val-des-Grâces, mais aussi des églises où il s'étudie des hôtels et des tombeaux, ainsi que des hôtels particuliers. Il néglige l'architecture médiévale, par exemple Notre-Dame de Paris ou Saint-Denis, dont ils ne font aucune description détaillée. Pitzler adopte un système de classement pour les bâtiments qu'il décrit. Il commence avec les maisons bourgeoises, suivi des hôtels particuliers, puis se dirige vers les grands monuments, les palais d'abord, les églises et les chapelles après. Il s'intéresse également aux portes de ville ou aux jeux de paume. De temps en temps, il mentionne des détails techniques, par exemple au sujet des fenêtres, des gouttières ou la manière de bien paver les sols. Ou il dessine, comme ici, des grues de construction, à gauche. Sturm le fait rarement. On voit ici un chariot pour arroser les plantes et un chariot pour transporter des arbres. Sturm suit l'itinéraire indiqué par Germain Brice dans sa description nouvelle de la ville de Paris. L'architecte indique qu'il a utilisé ce guide pendant son séjour à Paris. Pitzler ne semble pas avoir utilisé un guide pour Paris. Pour Versailles, il se servit de la description du château de Versailles de Philippien. Après Paris, les deux architectes se rendent à Versailles pour visiter le château, les jardins et les châteaux de Plaisance, Marly et Clagny. Sturm finit avec Saint-Cloud avant de quitter Paris pour Amiens. Pitzler décrit plusieurs châteaux dans les environs de Paris avant de continuer son voyage pour l'Italie. Regardons maintenant quelques exemples de la manière dont les deux architectes ont décrit l'architecture parisienne. L'abbaye Val-de-Grâce à Paris est mentionnée par Pitzler et Sturm. Pitzler consacre 5 pages à la description de l'abbaye que je vous affiche ici. 2 traitent des pavements de l'église et 3 de l'architecture.
Il montre d'abord un plan et une coupe de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, une vue de son autel et de plusieurs détails de l'intérieur, ainsi que des pavements en marbre. Puis vient la façade principale et la façade latérale avec des détails et finalement une perspective générale. Pitzler s'intéresse à l'église dans son ensemble et essaie de fixer son image entière sur le papier comme on le fait encore aujourd'hui dans le domaine de l'architecture. Le plan, la coupe et les différentes vues lui permettent de comprendre la construction du bâtiment dans toutes ses dimensions. On peut affirmer que Pitzler a visité l'église et a dessiné en s'installation à l'extérieur et à l'intérieur, devant l'objet. Pourtant, certaines parties de son récit font penser qu'il a utilisé des gravures, comme celle de Marot, que je vous montre ici à droite, pour le plan ou la coupe que je vous montre ici. Donc vous voyez probablement, comme c'est très difficile de faire une coupe d'un bâtiment, et Pitzler est capable de le faire, qu'il a, je pense, utilisé une coupe, par exemple, de Marot. Évidemment, on voit des différences, mais je crois quand même que c'était le cas. Aussi, un autre exemple des façades latérales. Pitzler n'a pas copié ces gravures de manière exacte. On constate quelques différences qui peuvent être de résultats d'erreurs ou de modifications volontaires. Les esquisses sont accompagnées d'explications écrites. Je vous lis une partie. L'église au Val-de-Grâce, considérée comme étant la plus belle de tout Paris. Cet autel est d'un marbre particulièrement beau, brun-rouge, mais cependant clair et lumineux. Les éléments torsadés à rainures sont en pierre naturelle. Les chapiteaux et bases des colonnes et tous les ornements sculptés sont dorés. Sur une fiche tenue par des enfants et écrit « Gloria in excelsis Deo » romain, pour l'ordre romain des colonnes de l'autel. Donc ici, ça, l'autel, et avec ici, qu'il dit qu'il y a là les enfants qui tiennent l'affiche. Puis, profil de l'église et de la coupole. La voûte est recouverte de la gloire céleste dans les nuages avec des milliers de personnages. En petit a sont les 4 évangélistes assis. Bon, je parle de cette partie-là. Jésus nascenti virginique matri inscrit dans la frise. Là. Pardon. Non. C'est marqué là, à la fin. Et après, on trouve des dallages en marbre. Donc, Pitzler mentionne ici les matériaux utilisés, la structure du bâtiment ainsi que l'iconographie de quelques sculptures. Après, il montre 2 pavements en marbre. Il fait un choix surprenant dans ce qu'il écrit et surtout de ce qu'il néglige. Toutes ces informations ont dû être recueillies sur place car elles ne figurent pas dans les gravures. Il en va différemment avec une vue de monastère en perspective d'oiseau. Évidemment, il s'agit de la copie d'une gravure de Perelle. On comprend grâce à cet exemple que Pitzler combinait des informations de première et de seconde main en se servant des dessins faits sur place et de gravures publiées par des tiers. Il accorde beaucoup d'importance à l'architecture extérieure et intérieure, ce qui montre qu'il considérait que le Val-de-Grâce pouvait servir de modèle pour les travaux de modernisation du duché de Weissenfels. Sturm décrit également le Val-de-Grâce, auquel il consacre 2 grandes pages. On y découvre une vue et un plan de l'hôtel, ainsi que des détails de l'entablement de la façade, mais pas la façade dans sa totalité. Dans le texte qui accompagne les dessins, Sturm décrit le Val-de-Grâce ainsi, je cite. Marot a publié la façade, le plan et un profil qui ne sont pas mal. Et le beau qu'il faille monter vers la porte de l'église par 15 marches. À l'extérieur, il y a 2 ordres, corinthiens en bas et composite en haut, mais disposés bizarrement. Les entablements sur les 2 ordres sont passables, pourtant pas profilés correctement. Je les ai dessinés en figure 16 car vous, les lecteurs, allez tout de suite remarquer
que leur corniche sur l'architrave est informe et beaucoup trop grande. Par contre, la moulure en bas est trop petite, de sorte que ça soit laid. En haut, il y a la voûte en pierre de taille avec des sculptures d'Anguien richement décorées, mais il est dommage que l'arc ait l'air d'être trop surbaissé parce qu'il n'est pas élevé par un attique sur la couronne. La peinture en fresque dans la coupole de Ménia est très notable. Ce n'est pas seulement la meilleure œuvre de ce maître, mais aussi la meilleure fresque de toute la France. Contrairement à Petzler, Sturm traite la peinture et son peintre qui l'admire. L'hôtel l'a également beaucoup impressionné. Toutefois, il est caractéristique pour Sturm de critiquer l'architecture qu'il découvre à Paris. Ce sont surtout des détails et des façades qui lui déplaisent, comme la taille des corniches, des entablements et les frises doriques. Ces critiques émergent aussi au sujet d'autres bâtiments parisiens. Il est possible que Sturm soit d'un esprit particulièrement vétilleux, mais il explique un peu plus loin dans son récit pourquoi il agit de cette manière. Je vais vous dire pourquoi je m'occupe de ces petitesses que la plupart des gens ne voient même pas. Si c'était plus difficile et prendre plus de temps de travailler correctement et coûterait beaucoup plus cher, je n'en dirais rien. Mais, comme ce n'est pas le cas et que cela montre une sorte d'ignorance ou de laisser-aller de l'architecte, je me donne le droit de critiquer cet état des choses. Critiquer ne suffit pas à Leonhard Christoph Sturm. Il propose aussi des solutions pour améliorer les faiblesses observées dans l'architecture et le décor des bâtiments parisiens. Prenons l'exemple de la façade de la chapelle de la Sorbonne. À droite, vous voyez la gravure de Marot. À gauche, la gravure où Sturm propose des modifications. Il explique en haut, je cite, « Voici la façade avec des modifications pour montrer comment on aurait pu éviter les fautes notables de ce bâtiment. » Il n'est certain que ces propositions soient toujours une réussite. Vous verrez, surtout, il préfère un changement ici. Et il y a aussi un enlargement peut-être du tambour de la coupole. Donc à vous de choisir ce qui est mieux. De manière générale, ces récits et dessins permettent de cerner les réactions de Sturm et Petzler aux œuvres visitées qui oscillent entre une adhésion complète à un modèle considéré comme idéal et exemplaire et en refus partiel, voire des critiques plus générales. L'étude de leur récit démontre que la fonction de modèle qu'a eue l'architecture française à cette époque doit être considérée avec prudence, car ce modèle n'était pas reçu ou copié sans critique ou modification, contrairement à ce qui est souvent avancé. Un autre intérêt de ces récits consiste en la présence de descriptions de détails architecturaux, aujourd'hui peu connus ou disparus, ce que ces voyageurs ont noté avec d'autant plus de précision qu'ils étaient à la découverte d'un pays réputé pour la qualité de son architecture. Nous allons nous tourner maintenant vers le voyage d'une écrivaine allemande qui visite Paris peu avant l'éclatement de la Révolution. Le 11 mars 1785, Sophie de la Roche quitte la ville de Spire en Allemagne pour un séjour de France qui durera 4 mois. Cette démarche s'inscrit dans un programme de voyage triennal qui comprend 2 autres déplacements, un en Suisse et un en Angleterre et aux Pays-Bas. Chaque voyage fera l'objet d'un récit édité sous forme de livre. Le journal d'un voyage à travers la France parut en 1787. Il a été récemment traduit vers le français. La publication du récit témoigne d'un tournant dans l'histoire des voyages en Allemagne. Vers le milieu du XVIIIe siècle, les femmes des couches aisées font preuve d'un intérêt croissant pour le voyage, d'abord en tant que lectrices de récits, ensuite en sillonnant les routes elles-mêmes, souvent accompagnées par leur mari ou des membres de leur famille. L'édition des journaux de Sophie de la Roche est représentative pour cet engouement, car d'après l'état actuel de nos connaissances, c'est la première fois qu'une femme publie un récit de voyage dans le monde germanophone. Le livre et les 2 autres qui suivent s'adressent explicitement à un lectorat féminin que connaît bien d'ailleurs Sophie de la Roche. L'auteur compte parmi les écrivaines allemandes les plus connues du XVIIIe siècle. Je vais dire quelques mots sur le personnage qui est assez étonnant.
Laroche est née en 1730 dans une famille bourgeoise protestante. Elle a épousé en 1753 Frank Laroche, le fils naturel du duc Frédéric von Stadion. En 1771, Frank Laroche devient conseiller, puis chancelier du prince électeur de Trèves qui réside à Coblence. La famille s'installe en face du château princier à Ehrenbreitstein. Elle est anoblie en 1775. 5 ans plus tard, les idées progressistes et la politique anticléricale de Frank de Laroche mènent à sa disgrâce. La famille déménage à Spire, ses revenus diminuent. Sophie de Laroche s'engage alors dans une carrière d'écrivaine professionnelle pour contribuer à son entretien. Cette carrière avait commencé déjà auparavant, en 1771, avec la publication de l'histoire de la demoiselle de Sternheim, un roman à succès qui fera connaître son auteur au-delà des frontières. Laroche fait en outre partie d'un cercle d'écrivains et tient un salon fréquenté par son cousin Christoph Martin Wieland, le jeune Goethe, Schiller, Lavater, Basedow et bien d'autres adeptes des Lumières. Sa fille Maximiliane épousera Pierre-Anton Brentano. Sophie est ainsi la grand-mère de Bettina et Clemens de Brentano, 2 autres grands noms de la littérature allemande. La disgrâce de Frank de Laroche marque le début d'une intense activité littéraire. Sophie crée d'abord une revue mensuelle pour femmes, Pomona, qui est vendue même en Russie, puisque la tsarine Catherine la Grande compte parmi ses abonnés. Le projet de 3 voyages et la publication des récits naît peu après. Laroche ne pouvait pas financer ses voyages par ses propres moyens. Erdmut Jost a estimé le coût du voyage en France à environ 40 000 €. Elle voyage ainsi en tant qu'invitée ou dame de compagnie. En France, elle suit une amie, Élise von Bethmann, qui entreprend ce voyage pour rejoindre son père, un éminent banquier et commerçant protestant qui vit à Bordeaux. Accompagnées des enfants de Madame Bethmann, de leur gouvernante et leur maître d'hôtel, les 2 femmes font un trajet qui passe par Strasbourg, Paris, les villes de la Loire et Bordeaux. Sophie rentre seule de Bordeaux et profite de ce retour pour visiter Le Havre et pour séjourner une 2e fois à Paris. Son programme de visite parisien est très complet et comprend tous les grands palais, monuments et hauts lieux culturels et historiques, mais aussi des manufactures, hôpitaux et institutions de charité. Laroche est reçue en outre par des Allemands qui vivent à Paris et qui accueillent souvent des voyageurs de qualité, dont Jean-Georges Wille, qui est graveur du roi et qui note dans son journal « Madame Laroche, femme savante de l'Allemagne et auteure, m'est venue voir. Cette dame est singulièrement instruite, sa conversation est des plus intéressantes et m'a fait le plus grand plaisir. » La renommée de Sophie de Laroche provoque un afflux constant de visiteurs allemands et français dans son appartement situé au Palais Royal. Elle ne rencontre aucune difficulté à entrer dans les cercles parisiens et fait entre autres la connaissance de la comtesse de Genlis et du naturaliste Buffon. Son journal de voyage suit une structure assez classique en ce qui concerne la description des lieux visités. Laroche décrit leur aspect extérieur et intérieur, parfois avec beaucoup de détails, et présente l'histoire du lieu ainsi que quelques-uns des grands événements qui l'ont marqué. Le journal se lit ainsi comme un guide touristique utile à tout voyageur qui souhaite visiter la capitale. Son originalité réside ailleurs. Laroche observe la société parisienne avec un regard très particulier dont je souhaite vous présenter quelques exemples. Les voyageurs qui découvrent pour la première fois Paris sont impressionnés par sa taille et la densité de l'habitat. Laroche ne fait pas exception. Écoutons ses premières impressions. L'immense hauteur des maisons est la seule chose qui nous semblait nouveau, car le reste était composé de rues étroites et sales, remplies de gens et de voitures. Les gens communs portent des vêtements mauvais et incroyablement sales. Les mieux lotis ressemblent à ce qu'on voit à Francfort, Mannheim et Strasbourg, mais on aperçoit beaucoup plus de lumière dans les maisons et les boutiques qui ont des grandes fenêtres, ce qui est très séduisant. Une certaine déception perce entre ces lignes. Laroche analyse ce sentiment et constate. Il est possible que nous avions amené de l'Allemagne un préjugé. Nous nous attendions à ce que tout à Paris soit magnifique et brillant.
Grande était notre surprise quand nous découvrions des rues pauvres et sombres comme il en existe dans toutes les villes. Alors que quand nous passions par des bâtiments grands, élégants et beaux, cela nous semblait aller de soi et ne suscitait aucune admiration particulière, nous nous y attendions. Les semaines qui suivent, Laroche constate à plusieurs reprises le décalage entre ses attentes et la réalité, comme le 17 avril lors de la visite du château de Versailles. La première impression n'est pas positive. Nous avons beaucoup ri parce que nous avions du mal à croire que c'était ça le château de Versailles. D'après les estampes et tableaux que nous connaissions, nous nous attendions à quelque chose de bien plus somptueux. La deuxième visite, faite le 31 mai, ne modifie pas cette première impression. Ce palais, que Louis XIV a construit avec tant de vaste il y a 100 ans, est bien plus délabré qu'il ne le devrait être. Et les nombreuses parties dont il est composé maintenant ont anéanti l'effet qu'il a dû produire à l'époque. Le palais des Tuileries me paraît bien plus royal que Versailles. La visite des intérieurs provoque d'autres critiques. À son grand regret, la présence régulière de curieux dans le château a transformé le palais et ses annexes en une sorte de foire avec de multiples stands de galanterie varne, c'est-à-dire d'accessoires de mode et de babioles diverses. Je cite, « Dans les salles qui précèdent l'appartement du roi et les couloirs, les stands et leurs caisses sont si nombreux que 2 personnes ne peuvent pas marcher l'une à côté de l'autre. » Elle revient sur le sujet après la visite du Grand Trianon. Partout à Versailles, qu'est-ce que j'aimerais voir libérer les antichambres, les escaliers et les couloirs de ces stands. Le Louvre est également très mal entretenu et défiguré par des fenêtres bouchées et des cabanes. Un état indigne d'un palais qui, je cite, a servi de modèle à tant d'architectes et qui suscitera à jamais l'admiration. Ces observations n'atténuent pas l'enthousiasme de Laroche pour Paris et les palais des environs. Elle se passionne pour la colonnade de Perrault, admire la galerie des glaces, décrit en détail le cycle de Rubens au Luxembourg et apprécie l'architecture du dôme des Invalides. Pour satisfaire son lectorat féminin, elle rend visite à la couturière Rose Bertin et décrit à maintes reprises les vêtements des passants. La liberté des Parisiennes qui combinent d'un goût très sûr, couleurs, coupe et tissu, lui laisse un souvenir impérissable. Très féminin est aussi l'idée qu'à l'église Saint-Sulpice, on aurait été bien avisé de placer parmi les tombeaux d'hommes illustres aussi celui d'une femme de mérite, puisque la France en a connu un grand nombre. Laroche se plaint assez peu de problèmes de circulation à Paris qui ont marqué beaucoup de récits de voyageurs. La situation souvent chaotique dans les rues a donné naissance à toute une série de gravures intitulées « Les embarras de Paris », dont nous avons ici un bel exemple. Un autre élément a davantage perturbé l'auteur, c'est le manque d'hygiène. Je cite, « Je ne sais pas dans quelle mesure, en Angleterre et en Hollande, le peuple participe à l'entretien et au nettoyage, mais il est certain qu'ici, il ne le fait pas. Les femmes, enfants et hommes du peuple sont si sales que cela provoque dégoût, comme les quartiers qu'ils habitent. » Ce manque d'hygiène a été noté par plusieurs voyageurs comme les odeurs nauséabondes qui flottent dans les rues parisiennes, dues aux fosses d'aisance et aux égouts à ciel ouvert. Il faut attendre en effet les travaux de Belgrand en 1854 pour voir la ville dotée d'un système d'égouts fermé. À ces désagréments s'ajoute l'impureté de l'eau de consommation que Laroche décrit de couleur jaunâtre. Il est puisé dans la Seine ou dans des puits qui sont pollués par les fosses d'aisance. Un séjour dans la capitale commence ainsi généralement avec des coliques et des nausées qui durent plusieurs jours. Laroche ne se formalise pas à ce sujet. C'est un autre aspect qui la trouble davantage et qui devient un sujet récurrent dans son récit. L'écrivaine est frappée par l'extrême pauvreté qui touche une grande partie de la population. Elle ne s'attendait pas à la voir si répandue et si extrême. Comparée à d'autres pays qu'elle a visités, les quartiers pauvres de Paris lui semblent les plus misérables de tous. Je cite, « Dans tous mes voyages, je n'ai rien vu d'aussi triste et sale. Devant son émoi,
Ses accompagnateurs français lui conseillent d'ignorer les misérables car, je cite, « elle ne se rendra que malheureuse en pensant à leur sort ». Laroche est révolté par cette attitude et note qu'il faut aller, au contraire, je cite, « dans les petites ruelles de Paris et les coins misérables où habitent ces gens. Ce qu'on peut y découvrir dépasse l'imagination. » Le contraste entre richesse et misère est d'autant plus frappant que les deux cohabitent étroitement. Mon esprit est touché par la beauté des bâtiments, des objets et des vêtements. Et je chéris les riches qui donnent tant de travail aux artistes et aux ouvriers. Mais juste à côté, à quelques mètres à peine, existe une pauvreté si extrême que ça me serre le cœur. Cet écart est si important, l'écart entre riches et pauvres, que Laroche considère la France comme une société constituée de deux classes seulement. Je cite, « dont l'une, la plus petite, ne fait que profiter de la vie et jette ce qui ne convient plus pour revendiquer du neuf, comme un enfant gâté. L'autre classe, bien plus grande, n'existe que pour satisfaire les caprices et les volontés de la première. Le spectateur est pris de vertige en observant la hâte avec laquelle cette dernière court et remue. La froideur des nantis à l'égard des pauvres lui paraît surprenante et immorale. Elle partage cet avis avec un curé de Paris qui raconte que quand lui et ses confrères font la collecte pour les pauvres, ce ne sont pas les riches, mais les prostituées qui donnent le plus. Particulièrement intéressantes sont aussi les observations qui concernent la situation des femmes. Laroche décrit leurs efforts pour nourrir les enfants et tenir leur ménage, non seulement à Paris, mais aussi en province. Aussi n'hésite-t-elle pas à thématiser le sort des prostituées qu'elle observe avec Elise von Bethmann au Palais Royal. Nous avions beaucoup de compassion pour ces pauvres créatures. Nous pensions à leur vie misérable dans quelques années, quand la jeunesse et la beauté seraient parties. Sur les boulevards, elle fait une observation encore plus accablante quand elle visite un théâtre qui sert d'école de danse et de chant à l'opéra. Ici dansent les filles du peuple qui sont formées pour l'opéra. Une galerie parcourt la salle où se réunissent des hommes en quête d'aventure. Ils choisissent parmi les filles qui n'ont pas plus de 10 ou 12 ans pour assouvir leurs désirs. En effet, le théâtre est apparemment un haut lieu de la prostitution enfantine dont Laroche décrit l'organisation. Je cite. « Des femmes ont acheté ces filles chez les pauvres, les ont inscrites en tant qu'élèves de l'opéra pour récupérer leur pension et leur apprennent ensuite à aguicher et à séduire. » L'écrivaine établit ici fort justement un lien entre la pauvreté et la prostitution. Très inhabituel est le fait qu'elle évite les habituelles condamnations morales et de ce commerce et des femmes qui l'exercent. Sa volonté de comprendre les origines du déséquilibre social qu'elle observe en France l'amène à réfléchir sur son système politique. Laroche compare la monarchie absolue aux systèmes gouvernementaux d'autres pays qu'elle a visités. La République a sa préférence puisqu'elle se situe au juste milieu entre anarchie et despotisme. Le système français, dit-elle, accorde au roi un pouvoir bien trop grand pour être acceptable. Louis XIV est par exemple écrit comme un roi despotique. Des Bourbons, seul Henri IV trouve grâce à ses yeux. Chaque passage par un monument à sa gloire, comme la statue sur le Pont-Neuf, mène à des exclamations admiratives sur sa simplicité, son souci pour le bien-être de son peuple et les bons conseillers dont il s'entourait. On constate que le mythe du bon roi Henri a dépassé largement les frontières de l'Hexagone. Le passé protestant d'Henri IV est un autre facteur qui explique cet engouement, car Laroche a un penchant certain pour ses co-religionnaires, même s'ils ont changé de religion en cours de route. Laroche privilégie la République aussi parce que son influence sur le comportement du peuple est jugée bénéfique. Sous la République, écrit-elle, on privilégie le calme et la propriété. Sous la monarchie, l'ambition et la pompe. La critique la plus virulente du système politique français et de ses élites s'exprime toutefois par la présence des nombreux passages qui traitent de la pauvreté des sujets du roi. Laroche oppose au monde feutré des palais et églises la misère qui règne dans les rues de Paris.
Elle rend compte de la beauté de la colonnade du Louvre comme du repas d'un paysan qui se compose de pain et d'un oignon. Son intérêt pour l'art, l'architecture et la littérature est comblé par les richesses du pays qu'elle découvre. D'après elle, la France dépasse dans ce domaine toutes les autres nations. Mais les idées des Lumières et sa philanthropie, ainsi que l'aspiration à une modernisation de la vie politique, représentent un autre ressort de sa pensée. Celui-ci trouve autant de nourriture que ses intérêts culturels, car un régime politique qui crée de telles inégalités renforce sa conviction que seule la République peut assurer le bonheur des citoyens. Pour conclure, il faut bien dire, Laroche ne prévoit pas évidemment les événements à venir. Mais ces récits empreints de réalisme social rendent compte des tensions qui ont habité la société française peu avant le séisme. La conclusion. Nous savons que l'architecture française a influencé beaucoup de constructions en Allemagne au XVIIIe siècle. Seulement, comme l'ont démontré les chercheurs qui s'intéressent au transfert culturel, la réception d'un modèle passe toujours par plusieurs étapes et ne se présente jamais comme une copie exacte de l'original. Nous avons rencontré 2 agents, 2 passeurs, dont les journaux nous permettent de comprendre la manière dont les architectes ont perçu l'architecture française. 3 réactions se dessinent, comme nous avons vu: acceptation, refus et modification. Ce phénomène se produit aussi dans d'autres domaines. Oui, nous avons vu en effet que Sophie von Laroche, elle aussi, accepte, admire, et à certains moments, il y a un clair rejet de ce qu'elle constate et de ce qu'elle observe. Et si on souhaite comprendre un peu les ressorts qui provoquent ces réactions, eh bien, les facteurs sont assez évidents. Il y a la religion, sa religion en tant que protestante, il y a sa culture et formation, son lien avec les Lumières, les affinités politiques, les objectifs aussi du voyage qui influent évidemment son regard, ainsi que son genre, son regard tout féminin, entre guillemets, sur certaines parties de sa visite parisienne. Je pense que dans l'ensemble de ce que nous avons souhaité vous présenter, se dégagent 2 idées peut-être plus fondamentales. D'une part, que ces récits de voyage sont une source formidable pour connaître le Paris du XVIIe et XVIIIe siècle, mais aussi pour mieux comprendre les rapports et les relations qu'entretiennent tous ces pays européens entre eux, et aussi la manière dont la vision des bourgeois peu à peu commence à se voir dans une littérature de plus en plus prolixe. Et on pourrait donc dire que nous sommes là aussi à la naissance d'une sorte de discussion, un débat, voire une formation de ce que nous pourrions appeler enfin une culture européenne. Merci beaucoup.